Salut les biveux, bienvenue sur les robiniers. Bon, aujourd'hui n'est pas coutume, on va juste parler de la pluie et du beau temps. Non, je plaisante. On va en parler, mais justement, on va apprendre à lutter contre les aléas des conditions climatiques hivernales. Alors, on a déjà abordé les problèmes du vent, qui rend risqué de s'abriter en forêt, et en règle générale à proximité des arbres. D'ailleurs, vous pouvez le constater, le refuge temporaire que j'ai construit dans la prairie attenante à mon bivouac permanent est encore debout. Il a pourtant subi la tempête Kirk durant une nuit avec ses rafales à 100 km/h, la tempête Aitor dont les vents ont soufflé à 75 pendant plus de 48 heures, et la tempête Dara avec des poussées à 65 mais qui a duré plus de 72 heures. 2 arbres sont tombés sur le toit du cabanon pendant la première. Un arbre sur la table où je me trouve pendant la seconde, et mes nerfs ont été mis à rude épreuve pendant la troisième. Mon petit abri de toile, lui, a parfaitement tenu son rôle. Néanmoins, c'est bien beau d'être trop sec et en sécurité sous les bâches, mais si c'est pour rien mourir de froid, c'est pas mieux. Mais ça vaut aussi pour tous les jours de l'hiver, avec ou sans vent. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour passer ces quelques mois plus facilement. C'est parti! Tout d'abord, pendant vos activités de jour, 3 endroits sont à protéger avant tout. Il y a la tête, c'est par là que se perd le plus de chaleur. Alors mettez un bonnet par temps sec, un chapeau ou une capuche par temps de pluie. Ensuite les reins. Même si vous avez froid pendant quelques minutes, il faut absolument, et je dis bien absolument, se changer en cas de transpiration. Et enfin les pieds. Mettez les chaussettes en laine, pas du synthétique, vous aurez beaucoup plus chaud. Concernant le reste du corps, l'idéal reste les sous-vêtements thermolactiles, Damar étant le plus connu. Ils agissent selon 2 principes. À base de Revil, c'est-à-dire du PVC tressé, le frottement avec une autre matière, comme des vêtements en laine par exemple, ils génèrent de l'électricité statique produisant un réchauffement. Puis leurs fibres emprisonnent l'air réchauffé venant du corps et de la réaction électrostatique. Il ne faut pas non plus hésiter à multiplier les couches, sauf pour les chaussettes, plutôt que de porter un vêtement épais. En effet, l'air emprisonné entre les vêtements sera plus isolant. C'est le principe du double vitrage. Si malgré ça vous avez tout de même froid, privilégiez les activités physiques au feu de camp. Le feu ne réchauffe que la partie du corps qui lui fait face, et la différence de température entre les deux côtés est pire que tout. Le feu est tout de même nécessaire pour manger chaud, bien sûr. En cas de froid extrême, protégez vos doigts, vos orteils, le nez et les oreilles. N'hésitez pas à utiliser les chauffe-froides chimiques. Par contre, bannissez les écharpes qui chauffent le cou mais retiennent la transpiration. En cas de vent, c'est torticolis et bronchite assurée. Les masques anti-Covid sont aussi une fausse bonne idée. La vapeur liée à la transpiration ayant tendance à geler. Maintenant, de nuit sur bivouac éphémère. Premier point, ne laissez pas un feu allumé sans surveillance. Si vous êtes en groupe, établissez un tour de garde pour éviter tout accident. Vous n'avez certainement pas envie de vous transformer en hot dog. Or, il faut savoir que les duvets sont extrêmement inflammables. Si vous êtes plusieurs, une garde au feu servira aussi pour l'alimenter, parce que sinon, au fur et à mesure qu'il va s'éteindre, la température va baisser et vous ressentirez le froid beaucoup plus que si vous êtes saisi au début et que votre corps se réchauffe dans le sac de couchage. Mais de toute manière, la chaleur d'un feu se dirige vers le haut et ne rayonne pas assez pour chauffer à plus d'1,50 m. Les murs réflecteurs qu'on voit partout sont une légende urbaine. Donc garder un feu allumé la nuit, sauf pour éloigner d'éventuels prédateurs, ne sert à mon avis à rien sauf à bouffer du bois. Par contre, un bon conseil, mettez des pierres à chauffer dans le feu pendant la journée, puis enterrez-les à 3 cm juste en dessous du duvet. Attention, ne les laissez pas au contact du sac de couchage ou de ce que vous avez au sol pour isoler de l'humidité. Le fait qu'elles ne soient pas à l'air libre, mais dans la terre, les gardera chaudes plus longtemps et réchauffera le sol. Second point, déroulez votre duvet au moins une demi-heure avant de vous coucher,
de façon à ce que la plume reprenne un maximum de volume et emprisonne de l'air chaud. Troisième point, ne dormez pas à même le sol. Une bâche, un poncho en nylon, des branches ou n'importe quoi doit être utilisé pour empêcher l'humidité de remonter. Abordons maintenant la nuit sur un camp permanent. Le poêle à bois est votre ami. Il réchauffera votre intérieur avant d'aller vous coucher. Voilà celui que j'utilise. Pourquoi? Parce que le bois est gratuit, bien sûr, contrairement au pétrole des poêles à carburant. Parce qu'il dispose d'un four, ce qui est particulièrement intéressant pour cuire du pain. Parce qu'il a une grande surface de chauffe, pouvant tenir plusieurs poêles ou des casseroles, ce qui fait faire de grandes économies de gaz. Parce qu'il réchauffe de 10 degrés une pièce de 20 mètres carrés en moins d'une heure. De plus, il réduit grandement l'humidité intérieure, contrairement au poêle à pétrole qui augmente l'humidité, lui. Bon, il a des inconvénients. Tout d'abord, il faut isoler les murs intérieurs et la traversée de la cheminée avec des protections anti-feu, pour ne pas se retrouver avec un incendie, bien sûr. Il faut ramener la cheminée plusieurs fois par semaine, si votre bois n'est pas vraiment très sec. Il est compliqué à nettoyer, car le four est chauffé par le système en spirale de l'évacuation de la fumée. Et encore une fois, si votre bois n'est pas très sec, il faudra le faire plusieurs fois par semaine. Sinon, il deviendra très rapidement inutilisable. Autre désavantage, et pas des moindres, il faut environ 30 minutes pour le démarrer. Et la chaudière n'étant pas grande, il faut réapprovisionner toutes les demi-heures. Il faut donc rester en place en permanence et il ne tiendra pas toute la nuit. Bon, c'est pas vraiment un problème. Néanmoins, le matin au réveil, un poêle à pétrole a l'avantage de démarrer en quelques secondes, ce qui permet de se remettre sous la couette en attendant que l'air se réchauffe. Bon, mais n'espérez pas plus de 6 degrés pour un poêle à pétrole. Contrôle double pour un poêle à bois. Pour pallier au fait qu'il s'éteint rapidement, voici un truc. Faites chauffer dessus des briques, des pierres, etc. qui restitueront la chaleur emmagasinée pendant de longues heures la nuit. Personnellement, j'ai opté pour des boîtes de conserve, des grands modèles, que j'ai remplis de litière à chat. Mais vous pouvez en faire autant avec du gravier ou du sable. L'avantage de la litière, c'est que ça absorbe aussi l'humidité intérieure pendant la journée, ainsi que pendant la nuit quand ça se refroidit. De nuit, dans tous les cas où il n'est pas possible de faire un feu pour chauffer les pierres, je conseille vivement les chaufferettes chimiques. Voilà celles que j'utilise. D'abord ceci qui a l'avantage de rester chaud pendant 24 heures. Vous pouvez donc les mettre dans les poches en vous levant. Ou alors vous les enfermez dans un sac à zip type congélateur en évacuant l'air. La réaction chimique s'arrêtera et reprendra lorsque vous les ressortirez pour une seconde nuit. Mais la température ne sera pas aussi haute. Ça monte à 75 degrés la première nuit et à un peu moins de 50 ensuite, mais c'est déjà pas mal. Inconvénient, c'est du jetable. Mais c'est principalement constitué de charbon, alors c'est pas un gros problème. Perso, je les mets ensuite au feu, et comme je me sers de la cendre pour les toilettes sèches, c'est tout bénef. Ensuite ceci, il y a un gel à l'intérieur qui réagit lorsque la languette en métal est pliée. Le gel durcit et la réaction chimique produit de la chaleur durant environ 6 heures. Vous pouvez ensuite les réactiver en les plongeant quelques minutes dans l'eau bouillante. C'est utilisable une trentaine de fois. Ensuite, les capacités de chauffe diminuent rapidement. Mais si vous en mettez 4 dans votre duvet pendant 3 mois, il vous en faut donc une douzaine par hiver. Bon, c'est pas donné question prix. Mais d'une part, c'est efficace, et d'autre part, si on les achète en été, c'est nettement moins cher. Donc pensez-y avant de partir à l'aventure. Il existe d'autres modèles, électriques par exemple. Bon, je ne les ai pas testés, puisque je suis satisfait de celle-ci. Je ne peux donc pas en parler. Enfin, voici quelques trucs et astuces acquis par l'expérience. Sur un camp statique, prévoyez des chaussures avec une pointure supplémentaire pour pouvoir mettre les semelles et une seconde paire de chaussettes. Par contre, surtout pas en marchant, sinon c'est en poule assurée, c'est certain. Si possible, ayez plusieurs paires de chaussures pour les laisser sécher en alternance. Et évitez les bottes en caoutchouc. Elles protègent de l'eau mais retiennent la transpiration et vous aurez tout de même les pieds mouillés. Très important, vraiment. Ne commettez surtout pas l'erreur de dormir tout habillé.
Sinon, le matin, vous n'avez plus rien à mettre pour lutter contre le froid en sortant du sac de couchage. Gardez juste votre linge de corps et mettez vos vêtements entre vos jambes. Ils seront chauds pour vous habiller en vous levant. Par contre, si votre sac n'est pas un modèle sarcophage, gardez votre bonnet. Ça aussi, pour la tête, c'est important. Pour finir, si vous êtes en couple, préférez les sacs de couchage militaires, ancienne génération, comme ceux-ci, aux sarcophages modernes. Leur système de fermeture permet de les réunir pour dormir à deux et d'avoir ainsi bien plus chaud. Bien, on en arrive donc à la conclusion de cette vidéo. J'espère vous avoir appris 2 ou 3 trucs et que ça vous a intéressé. La période des fêtes approchant à grands pas, le prochain épisode sera moins didactique. En effet, je prévois de vous présenter quelques amis qui ont élu domicile sur place. Il paraît qu'on n'est pas trop mal. Alors, si vous ne voulez pas rater ça, et si ce n'est déjà fait, un seul moyen. Likez, abonnez-vous, clochez. D'autre part, si vous avez des questions ou des remarques concernant la vidéo que vous venez de voir, comme d'habitude, les commentaires sont là pour ça. Alors n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, faites gaffe à vous et faites gaffe à la nature, c'est votre bien le plus précieux. A plus et à la prochaine dans les bois.